Bonjour, bienvenue sur New Europe TV. Nous sommes aujourd'hui en présence de Alexander Alexandrovitch Pouchkine et de son épouse Marie Alexandrovna Pouchkine, qui sont tous deux les descendants directs du grand poète russe Alexander Sergeyevitch Pouchkine. Alors, ma première question s'adresse à vous, Monsieur Pouchkine. Quand avez-vous réalisé l'importance de votre nom de famille? Bonsoir d'abord. Écoutez, j'ai appris de ma naissance pratiquement que j'étais descendant du grand poète russe, mais comme en Belgique, Pouchkine était très peu connu, et c'était donc juste après la guerre, on nous considérait comme des étrangers, donc on n'était pas très bien vus. La réalité, vraiment, c'est quand nous sommes allés la première fois en Russie, en 1994, et que on nous a présenté au peuple russe comme dernier descendant d'Alexandre Sergeyevitch. C'était vraiment l'euphorie. L'euphorie parce que probablement ils ne pensaient jamais qu'il y avait un descendant direct de Pouchkine qui vivait ailleurs qu'en Russie. Et comment Pouchkine qui habite en Europe, c'est pas normal. Mais enfin, les gens étaient émerveillés. Et c'est vrai que j'ai senti à ce moment-là vraiment l'amour du peuple russe pour Alexandre Sergeyevitch Pouchkine. Également, quand nous sommes allés dans l'appartement où Pouchkine a vécu, il est mort, à Saint-Pétersbourg, à la Moïka. Quand nous étions dans ce bâtiment, dans cet appartement, on sentait, enfin on avait l'impression de sentir qu'il était là. On avait une impression donc, de présence. Et chaque fois, même maintenant, quand je retourne là-bas, j'ai toujours cette impression d'avoir son âme, son esprit, je ne sais pas, on peut appeler ça d'une différente façon, mais on sent qu'il y a quelque chose entre lui et nous. Mais Madame Pouchkine, donc vous êtes née à Paris. Oui. Quand et pourquoi votre famille a-t-elle déménagé? Bien, c'est comme tout le monde. Hein. Au moment de la Révolution, tous les Russes blancs, comme on nous appelait, ont quitté la Russie en espérant revenir en Russie. Donc, ils sont tous descendus en Ukraine. Et malheureusement, ils ont dû se rendre compte que la révolution, ce n'était pas un feu de paille. Et donc, ils ont commencé à partir, à quitter l'Ukraine pour se rendre à Constantinople, en Turquie. Et ensuite, de là, chacun est parti. Ma famille est partie en France, parce que tout le monde parlait français. La famille de mon mari est partie en Yougoslavie puis en Belgique et les autres sont partis ou en Amérique du Sud ou en Amérique ou suivant l'envie de chacun. Tout le monde est parti comme ça s'est éparpillé dans le monde entier. Si vous permettez, je peux ajouter quelque chose parce que c'est assez intéressant. Donc, mon épouse et moi, nous sommes issus du même arrière-grand-père, c'est-à-dire le poète avait 4 enfants, dont un Alexandre Alexandrovitch, qui est notre grand-père, arrière-grand-père commun. Mais donc d'épouses différentes, parce qu'il a eu 13 enfants. Du premier mariage, il a eu 9 enfants, dont sont les origines de mon épouse, qui est Marie Pouchkine, et de mon côté, il y avait Nicolas Pouchkine, qui est mon grand-père. Vous êtes des cousins éloignés? Des cousins éloignés, oui. Même demi-cousins, parce que nos grand-mères sont différentes. D'accord. Mais donc, que faites-vous pour populariser l'œuvre de Pouchkine? Et pouvez-vous nous parler de votre fondation également? Je pense savoir que c'est la Fondation internationale Pouchkine, c'est bien ça? Oui. Tu peux y aller. Oui, on peut le faire à deux de toute façon. Donc, la Fondation internationale Pouchkine a été créée en 1999 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Alexandre Sergeyevitch. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir d'enfants, ce qui nous a beaucoup chagrinés. Mais c'est le destin, c'est comme ça. Et comme nous sommes allés en Russie en 1994, comme je disais, nous avons demandé à une femme médecin qu'on a rencontrée qu'est-ce qu'on pouvait faire pour des enfants russes. Alors elle a dit, écoutez, voilà, à Saint-Pétersbourg, il y a un hôpital qui s'occupe d'enfants qui ont le cancer, est-ce que vous voulez le visiter, tout ça. Nous avons été le visiter avec mon épouse. Et donc on a constaté que cet hôpital était dans un très mauvais état. Et on a décidé avec Marie Alexandrovna d'aider cet hôpital. Et depuis, on aide cet hôpital, donc chaque année on organise un gala, des concerts, des expositions pour ramasser de l'argent et on leur achète le matériel qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, donc, on a acheté plein de choses, des ordinateurs, on a acheté une pompe à morphine, on a acheté un bistouri électronique, enfin, plein de choses.
Et leur dernière demande, nous sommes allés il y a 3 ans, je pense, ils ont demandé de changer leur lit, parce que les lits pour ces enfants étaient des vieux lits qui ne ressemblaient à rien du tout, qui étaient donc fixes, tout ça. Ils ont dit, voilà, on voudrait avoir des lits plus confortables pour ces petits-enfants. Il en faut 25. Et donc, nous avons décidé, avec mon épouse, donc on va faire ça maintenant, on va essayer de leur fournir ces 25 lits. Maintenant, nous sommes déjà à 7, 10, 14. Parce qu'il faut dire que chaque lit coûte environ 2500 euros. Non, 2800. Maintenant, cette année, donc ça a commencé à moins de 2005, c'était 2003, quelque chose comme ça, et chaque année ça augmente. Donc cette année, ils sont à 2008. Donc bon, c'est vrai que on fait ce qu'on peut. Bon, c'est une petite fondation. Petite fondation, on a pas mal de membres qui nous soutiennent, surtout des membres, malheureusement, beaucoup de Belges dans nos relations. Et voilà, donc comme ça, donc, cette fondation vit donc de dons des personnes qui veulent nous aider. Et puis, donc, on organise des voyages aussi culturels en Russie pour montrer en fait compte aux gens, nos amis belges, que la Russie n'est pas un pays de sauvages et qu'il y a beaucoup de belles choses et des choses à voir. Et ça fait déjà maintenant 8 ans qu'on fait ces voyages. Toujours une vingtaine de personnes qui nous accompagnent, toujours pratiquement un noyau de 5-6 qui sont les mêmes, qui ont déjà fait plusieurs fois les voyages, et puis des nouveaux qui, de bouche à oreille, qui viennent nous accompagner. Et chaque fois qu'on va en Russie, ils reviennent ici, ils sont émerveillés, ils disent ça c'est la Russie, c'est pas ce qu'on montre à la télévision, toujours la Russie, la mauvaise Russie, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense que tu as fait le tour. Mais je crois savoir que vous êtes retourné récemment en Russie pour la première fois depuis des années. Que pensez-vous de la Russie d'aujourd'hui? Écoutez, d'abord, quand nous sommes allés la première fois en 1994, donc ça remonte déjà pas mal d'années, on a vu la Russie, on a dit, oh là là, quelle catastrophe. Ils en ont pour 100 ans, enfin j'exagère, mais pour 100 ans pour nous rattraper On a dit 2 générations. 2 générations, bah oui. Alors, bon, comme on retournait chaque année, on voyait chaque année une amélioration. Il y a en 4 ou 5 ans, la Russie a complètement changé. Bon, tout n'est pas parfait, on ne peut pas changer 70 ans de communisme où les gens étaient opprimés, on ne pouvait rien dire, et tout ça. Bon, il faut le temps pour ça. C'est ça que je crois que les Européens ne comprennent pas. Que c'est un peuple qui a souffert pendant 70 ans de communisme, que maintenant il découvre autre chose et il faut qu'il s'adapte à ça. Bon, on ne peut pas tout changer en claquant les doigts. Et je pense qu'il y a, mais malheureusement ce n'est pas le cas, si l'Europe aidait plus la Russie dans le sens justement de les comprendre et pas toujours les condamner, je pense que ce serait une bonne chose. Mais enfin, malheureusement c'est la politique. Est-ce que vous pensez que Pouchkine est assez connu en Occident? Et dans quel autre pays que la Russie étudie-t-on Pouchkine à l'école? Non, nulle part. Même pas dans les pays de l'Est Oui, l'Est, je pense que oui, parce que bon, quand on rencontre des gens d'Estonie ou d'Estonie ou dans les ex-républiques russes, oui, parce que bon, le programme était littéraire russe, donc ils étaient obligés d'apprendre et la langue russe et la littérature. Mais ni en France, ni en Belgique, moi j'ai fait mes études en Belgique, ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, ni à l'université, on n'a jamais parlé de Pouchkine. On parlait de la culture française, un peu de la culture belge, il y a un peu anglaise et allemande et italienne, mais belge, russe, niet. Alors que pensez-vous à l'époque de la télévision, des films d'Hollywood, comment persuader les gens de vraiment s'intéresser à la beauté de la poésie? Quels conseils donneriez-vous Moi, j'ai bien peur que c'est très difficile. C'est très difficile parce que malheureusement, à cause de la télévision, à cause de tout ce qu'il y a comme jeux électroniques pour les enfants, ils passent plus leur temps à jouer à des jeux complètement débiles, souvent très violents. Oui. Et je crois que c'est l'important du tout. Et je crois qu'on est en train d'abrutir la jeunesse. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce que bon, je vois, quand nous sommes allés la première fois en Russie, on a rencontré un petit garçon qui avait 10 ans. Ce garçon, pour 10 ans, était un génie par rapport à un enfant de Belgique de 10 ans. Mais très très vite, il a évolué dans le mauvais sens. Enfin, dans le mauvais sens, il n'est pas devenu un bandit, mais bon, il s'intéressait moins à tout ce qui était culture de ça. Qu'est-ce qui s'amusait? C'est les jeux vidéo, les jeux... Et ça, je crois que c'est le malheur de toutes ces télévisions, tout ça. Bon, c'est le progrès, il en faut, je suis d'accord, c'est un moyen de communication très important.
Mais il faut de même, ça c'est la faute des parents à mon avis, un peu la faute de l'école, de même dire qu'il y a autre chose que les petits jeux électroniques et des structures comme ça, qu'il y a une culture. Parce que si on continue comme ça, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne saura pas qui est quoi et qui est tout. C'est ça qui est terrible. Il y a beaucoup de violence. Moi, Ça, je déplore la violence. Et quand vous voyez la violence à la télévision, dans tous ces feuilletons, et que vous entendez après qu'un élève de 9 ans est arrivé avec son arme à l'école et a tué je ne sais pas combien de personnes, je suis désolée. Hein. Pourquoi il y a de la violence? Parce que c'est ça qui se vend. Hein. Ils s'en foutent que les gens, les enfants apprennent. Eux, il faut qu'ils vendent. Donc, il faut faire fonctionner les cinémas, il faut faire fonctionner les usines d'armement, il faut faire fonctionner tout ça, et pour ça, ben voilà, il faut vendre le reste. Ça les... Oui, un exemple très simple, c'est pas anti-américain ou pro-américain ou anti... Prenez un film policier. Moi j'adore les films policiers, parce qu'il y a une histoire, on peut faire travailler ses ménages pour envaquer l'assassin. Vous prenez un film policier américain, qu'est-ce qu'on voit? La trame est policière, mais on voit plein de sang, on prend les gens qu'on découpe en petits morceaux, on voit des trucs comme ça. Un film français, non. Il y a quelqu'un qui est tué, on le voit sur une table d'opération, mais on ne voit pas qu'on est en train de charcuter, plein de sang qui dégouline de partout. Moi, je trouve ça. À quoi ça sert de montrer ce cadavre qu'on est en train de découper en petits morceaux? Moi, je ne vois pas l'utilité. Ça devient banal. Oui, oui. C'est comme beaucoup de choses. Hein. Enfin bon, on déborde un peu du sujet, mais comme c'est comme les publicités. Qu'est-ce qu'on voit dans la publicité? C'est toujours une femme à moitié nue. Mais pour vendre un dentifrice, pourquoi il faut montrer une femme nue? Moi, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Moi. Je suis encore peut-être vieux jeu, mais je ne trouve pas ça. C'est n'importe quoi. Vous avez raison. C'est pas pour ça que je vais changer de dentifrice parce que j'ai vu une belle fille à la télévision. Vous avez raison. Et ma dernière question est quelle est votre opinion de la situation en Ukraine? Eh bien, pour être franche, je n'accepte pas que l'Europe se mêle de ça, ainsi que l'Amérique. Je pense que c'est un problème qui devait se régler entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'ils sont, je dirais, presque comme des frères. Ils ont des frontières communes. Ils parlent russe, ils parlent ukrainien et tout ça. Qu'est-ce que l'Europe doit aller faire là-dedans? L'Amérique a dit, il faut faire ça, l'Europe, elle s'écrase. À quoi l'Europe ressemble-t-elle de s'écraser devant les Américains? Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt des Américains? Oui, l'intérêt des Américains, on le connaît, hein, c'est de déstabiliser la Russie. C'est de mettre un bouclier autour de la Russie pour pouvoir tirer sur la Russie s'ils en ont envie. Donc ils veulent mettre un bouclier en Ukraine. C'est pour ça qu'ils sont en train de pousser les Ukrainiens. Après ça, ils vont essayer de pousser au Kyrgyzstan, je crois que c'est de l'autre côté, pour pouvoir mettre aussi un bouclier là-bas. En fait, ils veulent encercler la Russie. Pourquoi? Parce que pour les Américains, la Russie est le mauvais élève, étant donné que le président que la Russie a actuellement ne veut pas se plier aux directives américaines. Donc s'il ne veut pas se plier à la demande américaine, eh ben, c'est un mauvais élève. Donc il faut essayer de le faire partir de là et de prendre n'importe quel imbécile à la place de Poutine, c'est tout. C'est à cause de ça qu'il y a tous ces problèmes, alors que ça avait pu être réglé en 2 temps, 3 mouvements, si on avait laissé les Russes et les Ukrainiens arranger leurs problèmes. Non, les Américains ont débarqué là-bas. Ils ont payé de l'argent pour que les gens manifestent. Quand vous savez qu'il y a 45 millions de personnes qui vivent en Ukraine, et que dans ces 45 millions, il y a 3 millions qui sont, je dirais... nationalistes, séparatistes, oui, fascistes. Enfin, et dans ces 3 millions, il y a 60% de fascistes. Mais je veux dire où est-ce qu'on veut arriver avec ça? On n'arrivera à rien. Mais il y a une chose que je voudrais ajouter, parce que nous avons été plusieurs fois avec mon épouse en Ukraine, et en Crimée en particulier. Et la première fois que nous sommes allés en Crimée, c'était en 1995.
Et il y avait déjà, c'était pratiquement tous les Russes, et on discutait avec eux. Ils disaient oui, on veut être rattaché à la Russie. Donc déjà en 1995, les Criméens, oui, je sais pas comment. espéraient déjà être rattachés. Et nous sommes allés plusieurs fois encore, il y a 2 ans, 3 ans, nous sommes allés, ils en parlaient déjà, ils disaient oui, il faut qu'on soit rattaché. Bon, c'est passé maintenant, mais la Russie, en fin de compte, je ne dis pas qu'elle est ni pour rien, mais c'était l'envie des habitants de la Crimée d'être attachés à la Russie. Il ne faut tout de même pas oublier qu'avant 1954, la Crimée appartenait à la Russie. C'est Khrouchtchev qui a donné la Crimée à enfin, qui a rattaché la Crimée à l'Ukraine. Mais la Crimée a toujours été un État, entre guillemets, indépendant. Oui. Il était autonome. C'est une république indépendante. Et l'Ukraine, elle est devenue un État en 1991. Avant, ce n'était pas un État indépendant, parce que ma mère est née en Ukraine en 1913. Et sur ses papiers, c'était marqué Kiev, Russie. C'était pas marqué Kiev, Ukraine, parce que c'était la Russie. Et en 1991, l'Ukraine est devenue, je dirais, autonome, indépendante. Mais sinon, elle était toujours comme comment je dirais, un satellite. Non, enfin comme ici, on a la Flandre, on a la Wallonie, le Brabant wallon, tout ça, mais c'était pareil. Il faudrait peut-être demander à M. Bacomin pour venir arranger le problème français-wallon chez nous. On va envoyer l'OTAN, envoyer... Barack Obama. Oui, c'est maintenant qui a fauché. Ouais. Il faut l'effacer si vous voulez. Non, mais c'est non, vrai, c'est comme ma femme disait, c'est un problème plus ou moins interne. Oui. Nous, on a des amis ukrainiens à Bruxelles, et je les vois, mais ils disent non, on est des peuples frères. On est des peuples frères. Ils sont pas poussés. Il y a quelques extrémistes, ça fait 3 millions d'extrémistes qui veulent plus. Et puis les Américains sont derrière pour pousser, et les religieux européens, ils suivent comme des petits chiens. Ils n'ont pas le courage de prendre leurs propres décisions, les Européens. Les Américains disent vous allez faire ça, ils le font. Et alors, des menaces, des trucs qui riment à rien, mais à rien. Bien sûr que si les Européens ou les Américains mettaient un veto pour la Russie, c'est sûr que la Russie aurait quand même des difficultés. Mais si on veut être vraiment honnête, la Russie, elle pourrait presque vivre en autarcie. Elle est tellement riche de tout. Il y a tout. Il suffit d'exploiter le gaz, le pétrole, ça c'est déjà fait. Mais ils ont les diamants, l'uranium, ils ont tout. Dans leur sous-sol, ils ont tout. Donc ils pourraient presque vivre en autarcie. Mais bon, ça évidemment, c'est très compliqué, c'est très long et tout ça. Mais peut-être qu'on a encore d'autres questions. C'était ma dernière question. Alors, je peux encore ajouter quelque chose, parce que concernant tout ça, justement, ce qui m'énerve énormément aussi, c'est donc la justice du monde, tout le monde. Quand les Américains décident, par exemple, d'attaquer l'Iran, l'Irak, ils y vont, ils démolissent tout, on ne trouve rien parce qu'ils cherchaient les armes de destruction massive qui n'y étaient pas. Il n'y a personne qui a bougé. Ils sont allés en Yougoslavie, on a démonté l'Yougoslavie. Alors, pourquoi d'un côté, on peut tout faire, et là, parce que les habitants de Crimée veulent devenir russes, là, ça ne va pas. Alors ça m'énerve. Oui, mais donc, en tout cas, merci d'être venu. Nous, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. J'espère que ça vous a intéressé, que ça va intéresser votre public. On va écouter les réclamations et les critiques. Merci, bonne soirée, au revoir.